Depuis plus de 100 siècles, l'empereur se tient immobile sur le trône d'or de Terra. Il est le seigneur de l'humanité par la volonté des dieux, et le maître de millions de mondes par la puissance de ses inépuisables armées. Il n'est qu'une carcasse mutilée, frémissante sous l'invisible pouvoir du Moyen-Âge technologique. Il est le grand seigneur charognard de l'Imperium, au nom duquel des milliers d'âmes meurent chaque jour. Le sang est bu et la chair dévorée. Sang et chair humaine, voilà l'étoffe dont l'Imperium est fait. Être un homme à cette époque, c'est être un individu noyé dans la multitude. C'est vivre sous le régime le plus cruel et le plus sanglant que l'on puisse imaginer. Voici l'histoire de cette époque. C'est un univers dans lequel vous pouvez pénétrer si vous l'osez, car il s'agit d'une ère sinistre et terrible, où vous ne trouverez ni réconfort ni espoir. Si vous voulez prendre part à l'aventure, préparez-vous dès maintenant. Oubliez les promesses de la science et de la technologie. Abandonnez tout espoir, car il n'y a pas de paix au milieu des étoiles. Rien qu'une éternité de carnage et les rires moqueurs des dieux sanguinaires. Cet univers est vaste, mais pas assez pour que vous échappiez à votre destin. Salut à tous, sœurs de bataille, Space Marine et hérétiques de tout poil, ici Pandamras pour une présentation d'une trilogie de livres se situant, comme vous l'aurez deviné dans l'intro, dans l'univers de Warhammer 40 000. En effet, on va se lancer dans la trilogie Eisenhorn, écrite par Dan Abnett en 2006 et 2007, suivant les aventures de l'inquisiteur de l'Andoxéno, Gregor Eisenhorn, un inquisiteur droit dans ses bottes, opposé aux forces du chaos, qui va petit à petit basculer vers le radicalisme. Alors déjà, je vais préciser quelque chose, c'est que dans mes explications, je vais rester extrêmement vague, étant donné que l'univers de Warhammer 40 000 est extrêmement étendu, et que je n'ai vraiment pas le temps, ni l'envie, ni les capacités pour vous en faire une fresque complète. Sachez néanmoins qu'il s'agit d'un univers de science-fiction, space opéra, gothique, fantaisiste, avec un mélange de styles assez impressionnant. On y retrouve de la magie sous le nom des psycheurs, des histoires démoniaques qui côtoient de la technologie extrêmement avancée, des voyages spatiaux et un empire galactique sous le nom de l'Imperium. Dans cet univers, l'Imperium représente toutes les institutions humaines. Il s'agit d'un empire étalé à une échelle galactique. Il me semble que c'est quelque chose comme un quart ou un tiers de la Voie lactée. Parce que oui, ça se passe dans notre univers. C'est-à-dire que Warhammer 40 000 tient son nom parce que c'est Warhammer 40 000 après Jésus-Christ. C'est un futur hypothétique de l'humanité, qu'on pourrait qualifier de post-apocalyptique, parce qu'il y a eu une apocalypse, et l'Empire s'est relevé de ses cendres pour reprendre toute la galaxie, et enfin, actuellement, là où ça se passe, donc en l'an 40 000, ça se recasse la gueule dans une société décadente, rongée de l'intérieur et de l'extérieur par de très nombreux ennemis. Dans cet univers, un des seuls remparts qui protège l'homme des horreurs du warp et ce genre de choses, donc les démons, les extraterrestres appelés Xénos, les hérétiques et ce genre de choses, est l'Inquisition. L'Inquisition qui est une organisation secrète dans cet univers, divisée en différents ordos que je ne détaillerai pas ici, et qui permet de protéger tout simplement les citoyens en ayant tous les droits et en menant des investigations pour déraciner le mal. Le protagoniste principal de cette trilogie, Gregor Eisenhorn, du coup, qui a donné son nom à la trilogie, est inquisiteur de l'Ordo Xeno, c'est-à-dire qu'il est spécialisé dans je mets des guillemets à ce que je vais dire, la chasse aux Xénos, c'est-à-dire à protéger l'humanité des infâmes vermines non humaines. Car oui, il faut savoir, l'humain est xénophobe, obscurantiste, religieux, fanatique, et c'est déjà pas mal en fait. On va suivre les aventures du fameux inquisiteur Eisenhorn dans différentes enquêtes importantes de sa vie. En effet, à pas mal de moments, notamment entre les livres, on va nous dire qu'il y a des ellipses de bien 50 ans. Parce que oui, science-fiction, faut savoir que dans cet univers-là, la durée de vie moyenne
du moins en mort de vieillesse, pas en mort au combat, d'un inquisiteur est bien de 400-500 ans dans ces eaux-là. Ainsi, on commence la trilogie par un jeune inquisiteur Eisenhorn qui a bien une cinquantaine d'années, puis qui va aller jusqu'à, si je dis pas trop de bêtises, 200 ans à peu près, quelque chose comme ça, dans le troisième. Donc on a des sacrées ellipses, et assez souvent on nous parle de différentes affaires qui ont eu lieu entre les livres, et qui sont totalement obscurcies car moins importantes de celles des livres. Donc les trois livres de cette trilogie se nomment Xenomalleus et Hereticus. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas trop l'univers, Xenomalleus et Hereticus sont les trois grands ordres de l'inquisition de cet univers-là, qui s'occupent, Xeno, des affaires avec les Xénos, donc les extraterrestres, Malleus qui s'occupe de l'interaction avec les démons et les forces du War. Je ne vais pas m'étaler à expliquer exactement ce que c'est, ça serait assez compliqué. Il faudrait faire une autre vidéo pour ça, que je ferai peut-être un jour. Et enfin Hereticus qui traite toutes les menaces internes des hérétiques, ceux qui ne croient pas en la sainte parole de l'empereur Dieu. Parce que oui, un détail léger entre guillemets que j'ai un peu omis de mentionner, c'est que dans cet univers-là, l'empereur qui est assis sur son trône dont on parlait dans l'introduction est considéré comme un dieu. En effet, on sait que c'est un être de puissance phénoménale, qui a des capacités magiques monstrueuses, qui est né en moins 8000 avant, enfin en 8000 avant Jésus-Christ, et qui est techniquement toujours vivant aujourd'hui. Il est en sale état depuis une histoire d'hérésie dont je ne vais pas le lancer. En gros, la moitié de ses forces et de l'impérium se sont retournées contre lui, dont son plus puissant fils qui l'a blessé mortellement et qui l'a obligé à se mettre sur ce trône pour être maintenu en vie. Ça fait maintenant 10 000 ans. Les hérétiques sont donc ceux qui dévient de la foi de cet empereur qui est mené par l'Ecclésiarchie, une église obscurantiste omniprésente dans l'impérium. Donc maintenant on va parler des livres en eux-mêmes. Ce sont des... Bon, je les ai pas physiquement, moi je les ai lus sur liseuse, je suis un adepte des liseuses depuis quelques temps, et ça a été une des premières séries que j'ai lues dessus. Mais en gros ce sont trois livres de format tout à fait normaux, c'est-à-dire 350 pages, bon bah c'est moyen, disons-nous, et puis... mais c'est typiquement un page-turner. Et en effet, le spectateur est toujours maintenu en haleine, mais j'expliquerai plus tard pourquoi. Aussi, important de noter, c'est que la traduction qui a été faite de ce roman, qui est britannique au départ, d'extrêmement bonne qualité, étant donné que, chose à noter, la traductrice française a travaillé directement avec l'auteur. C'est-à-dire qu'au moment de l'écriture du livre, enfin un petit peu après quand même, la traductrice française était avec l'auteur pour travailler sa traduction. Il parle notamment de leur collaboration dans la préface des livres. Donc d'un point de vue purement technique, sinon, les livres sont narrés à la première personne, c'est-à-dire que l'inquisiteur raconte son histoire, avec, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est en gros, c'est comme si je disais « Je suis allé à la boulangerie, j'ai acheté du pain ». Le narrateur est ici, important de noter, il n'est pas omniscient, c'est-à-dire que toute l'histoire sera centrée sur ses aventures à lui, et jamais sur ce que font ses acolytes, ce qui donne lieu à certaines structures de récits qui sont un peu particulières et qui sont plutôt intéressantes. En effet, je reviendrai dessus plus tard parce que c'est dans les points que j'ai vraiment apprécié dans ce roman. Le fait que ce soit la première personne et que l'inquisiteur lui-même ne soit pas vraiment au courant de ce que les autres ont fait, ou alors se contente de savoir ce que les autres lui ont dit, ça apporte un certain rythme et ça apporte des retournements de situation. C'est certes un mécanisme assez simple, mais qui est plutôt efficace. Donc dans un premier temps, je vais commencer par parler un petit peu des trucs que j'ai reprochés au livre, puisqu'il n'y en a pas tant que ça en fait, et ensuite je vais passer aux choses que j'ai plus appréciées. Alors, ce que j'ai reproché au bouquin, notamment, je me mets à la place de quelqu'un qui connaît pas trop l'univers, qui serait assez vite perdu. C'est-à-dire que il y a des trucs d'expliquer dedans, c'est-à-dire le fonctionnement de l'Inquisition et ce genre de choses, mais on n'explique jamais les tenants aboutissants de certaines choses ou certains enjeux, notamment vis-à-vis du Warp et tout. Comme c'est un roman à la première personne et que c'est une société obscurantiste, en plus, là-dessus par contre c'est plutôt bien réussi, le narrateur lui-même ne sait pas expliquer certaines choses. Et j'imagine que quand on est novice dans cet univers-là, on doit être relativement perdu. Un autre reproche que j'aurais tendance à faire, c'est que les retournements de situation, donc amenés par la première personne, sont des fois assez obvious, c'est-à-dire que on va se retrouver dans une situation où l'inquisiteur est dans la merde, mais on se doute que comme c'est débile, hein, mais que comme c'est au milieu du livre, que c'est vachement important, il y a des gros enjeux, on sait que par un moyen de X ou Y, par contre qu'on ne verra pas forcément venir facilement, il va s'en sortir.
Et c'est un peu dommage, on fait face un petit peu ici à un personnage qui a toujours tout prévu. Mais je reviendrai là-dessus parce que c'est aussi un avantage de la trilogie. Alors au niveau des avantages, déjà dans un premier temps, je vais prendre le contre-pied du deuxième inconvénient que j'avais trouvé. La narration à la première personne apporte quelque chose de plutôt sympathique au niveau de la structure, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas retrouvé dans beaucoup de bouquins, ou alors j'ai pas lu les bons a priori. C'est le fait que on suit vraiment les aventures et la pensée du personnage. À un moment, ils aient l'intention de rentrer dans un bâtiment, ils vont préparer tout un plan, et le plan va être ellipsé, c'est-à-dire qu'on ne saura pas ce qui a été préparé, ou seulement dans les très grandes lignes. Et au moment où ils vont rentrer, on va voir la scène d'infiltration, ils vont tomber, disons, devant un obstacle du genre une porte avec un code. Et bien, il va y avoir un flashback pour nous expliquer comment ils ont eu ce code. Et c'est un petit peu ce système-là tout le temps, c'est-à-dire c'est par retournement de situation, on nous tient en haleine et on nous fait avancer comme ça. C'est un gros avantage de la première personne, et mais du coup, enfin, ça contrebalance avec le fait que du coup, on sait très bien que certaines choses qui semblent nous surprendre parce que un obstacle imprévu, ce genre de choses, avait déjà été prévu. Et du coup, ça fait qu'au bout d'un moment, ça désamorce le fait d'avoir des obstacles. Par exemple, on va avoir un obstacle, on va se dire, bon bah c'est pas grave, ils l'ont déjà prévu celui-là. Deuxième chose que j'ai trouvé vachement bien dans le bouquin, contrairement à d'autres livres dans cet univers-là, comme les autres que j'ai pu lire, c'est le ton. Tout simplement parce que ici, contrairement à la majorité des autres livres, qui eux retracent des batailles épiques, où les personnages principaux sont des soldats extrêmement puissants d'élite, comme des Space Marines, des Tau ou des Eldar. Je vais pas m'étendre pour expliquer ce que c'est, mais en gros, dans la plupart des bouquins, ce sont des romans de guerre où on va suivre des guerriers extrêmement puissants, expérimentés. Ici, on suit des enquêteurs, basiquement. Et au sein même de ce groupe d'enquêteurs, ils ont tous des origines différentes. Par exemple, l'inquisiteur, lui, est une personne plutôt noble, qui se mêle facilement aux gens, mais à côté de ça, des personnages comme Béquin, eux, sont plutôt issus du bas peuple et ont un comportement totalement différent. Et le ton, ici, est vachement bien, parce que tout simplement, le fait que ce soit pas uniquement des soldats viennent se battre, ici, on vit leur quotidien. Et le quotidien n'est pas fait que de guerre et d'invasion démoniaque et tout, même s'il y en a pas mal. On peut voir des tranches de vie joyeuses, un début d'esquisse de romance, mais je ne m'attarderai pas là-dessus, que je trouve au passage vachement bien. Je suis pas un grand adepte des romances dans les romans, mais celle-ci est vachement bien fichue. Et même s'il y a un sacré bout de temps à se mettre en place. Et ici on voit du coup des tranches de vie, donc des gags, des séquences qui font un sourire, voire rire à la lecture. Et ça fait du bien dans un univers aussi sombre. À côté de ça, il y a aussi des passages extrêmement tristes qui nous ramènent à la dure réalité, c'est-à-dire que les personnages ici, on voit très bien, de toute façon dès le début du livre, c'est une tragédie, c'est-à-dire on sait très bien que ça ne peut pas bien se finir, c'est Warhammer 40 000, c'est pas possible. Je vais pas raconter ce qui se passe à la fin, parce qu'on s'y attend pas, c'est une bonne, enfin c'est une surprise à la fin. C'est un univers dans lequel on peut pas s'attendre à un happy end. Si vous penchez dessus, c'est un univers qui parle de la décadence de l'humanité, de la corruption et ce genre de choses, donc c'est pas possible, on peut pas retrouver de happy end. Et justement, le fait d'avoir des tranches de quotidien dans cet univers-là, ça permet de renouveler, de donner un certain souffle à l'œuvre, parce qu'au-delà de la mission de l'inquisiteur, on se pose des questions sur sa vie privée, comment il va faire pour gérer tel ou tel problème qui semble totalement anodin à côté d'une invasion démoniaque qui va raser des planètes. Ça donne envie de lire. Donc au niveau du troisième avantage que j'ai trouvé, il rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait d'avoir le quotidien des personnages et tout. Déjà, ça nous éloigne complètement des romans de guerre habituels, et donc ça nous présente un petit peu les bas-fonds de l'Imperium et ce genre de trucs qui sont presque jamais abordés dans les autres romans, qui sont eux généralement plus centrés sur l'histoire des primarques, des Space Marines, des grands guerriers qui vont conquérir des mondes. Ici, on parle de la Lie de l'Imperium, ce genre de choses. C'est vraiment pas mal comme thème, ça change beaucoup. Et c'est un avantage que j'ai trouvé. Si un détail qui est plutôt appréciable, c'est que plutôt que d'un roman de guerre, ici, Danavenet nous livre des romans d'enquête, des polars concrètement, pour les classer dans cette catégorie-là presque. Polar un peu particulier dans le sens où ici, le mal qui est chassé par les protagonistes principaux, tout inquisiteur qu'il soit, les dépasse complètement. Et ça, on sait dès le début, ils chassent des forces qui les dépassent. Et il y a cette terreur qui se ressent à plusieurs moments. Enfin, un point que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas unique à cette trilogie-là, il y a beaucoup de bons romans qui font ça, c'est au niveau de la moralité des personnages, elle est vachement travaillée,
les personnages ne sont pas des archétypes. Enfin, certains, si, forcément, il y a forcément des archétypes, mais ils sont tous un petit peu différents. Par exemple, le protagoniste principal lui-même est plusieurs fois poussé à remettre en question ce à quoi il croit, notamment dans sa descente vers le radicalisme, chose contre laquelle il luttait au début de la série, et dont il va se rapprocher petit à petit. C'est-à-dire que les héros ne sont pas, comme je disais, des archétypes qui sont tout le temps dans la même ligne, ou alors si, il y en a certains qui le sont, mais dans ce cas, le personnage, justement, est jugé par les autres pour être comme ça. Et c'est quelque chose que je trouve vachement bien. Le travail sur les personnages est vraiment très très cool, surtout quand on prend le début de Xeno et la fin de Hereticus. Les personnages ont complètement changé. Enfin, du moins ceux qui sont restés en vie, parce qu'il faut savoir aussi que, à la manière d'un Game of Thrones ou ce genre de choses, les personnages meurent. Ce sont des personnes qui peuvent mourir d'une balle perdue. Ça arrive plusieurs fois dans les romans et c'est plutôt bien amené, c'est toujours de très bonnes surprises, non. C'est toujours des surprises et des retournements de situation assez impressionnants. De plus, lorsque notamment le protagoniste principal va se poser des questions sur sa foi, sur ses méthodes de travail et sur sa doctrine inquisitoriale, euh, l'auteur va jouer aussi avec le ressenti du lecteur, tout simplement parce que le lecteur a une idée précise qui change d'un individu à l'autre de l'inquisition et de ce genre de choses, comment le héros pourrait au mieux s'en sortir, mais l'auteur joue un petit peu avec ça en donnant des points de vue différents, et dans cet univers-là, c'est souvent une question de point de vue qui différencie, il n'y a pas vraiment de bien et de mal dans cet univers-là, parce que techniquement on pourrait dire que le héros est un sauveur de l'Imperium qui protège ses citoyens. Mais on pourrait aussi dire que le héros, c'est un mec qui va de planète en planète, foutre les hérétiques sur des bûchers, sous prétexte qu'il n'avait pas une foi assez fervente dans l'empereur. Du coup, c'est une question de point de vue qui est sans cesse se surligner et qui m'en fait se poser des questions au lecteur dans cet univers-là. Moi-même, au début de la lecture, j'aimais pas du tout le personnage principal. Il avait un mode de pensée que moi je n'aimais pas trop dans cet univers-là, il faisait partie d'une faction inquisitoriale que moi je n'apprécie pas plus que ça. Et au fur et à mesure, on apprend à penser comme lui, on son mode de pensée, et c'est vachement intéressant. Ça nous fait réfléchir un petit peu, pour les fans du moins de l'univers, un petit peu sur la perception de cet univers-là. Parce que très peu de gens considèrent les inquisiteurs comme des gentils. Entre nous, c'est souvent les méchants dans les histoires, des connards qui sont endoctrinés et obscurantistes et qui, généralement dans les histoires de Warhammer, mettent des bâtons dans les roues aux héros. Alors ici, non, pas du tout, c'est pas du tout le cas, mais ça, je vais pas m'étendre trop dessus, je vous laisserai le découvrir si l'envie vous en prend. La trilogie Eisenhorn, c'est une trilogie de romans que je conseille, même si jamais vous êtes débutant dans l'univers de Warhammer 40 000, je vous conseillerais de vous documenter avant un petit peu sur les grandes lignes de l'univers, et quitte à aller sur un site comme le Lexicanum, dont le lien sera dans la description, en permanence, histoire si jamais vous avez des questions sur un point qui n'est pas précis, qui n'est pas expliqué ou mal expliqué, vous pourrez aller sur le site qui est un espèce de Wikipédia vachement bien foutu sur Warhammer 40 000. D'ailleurs, surtout si vous êtes anglophone ou pratiquant de la langue de 50 Cent, vous pourrez retrouver des informations beaucoup plus facilement sur ce site. Un fan de l'univers de Warhammer 40 000, par contre, allez-y à pieds joints. C'est très facile à lire, c'est relativement court, et c'est un page turner, c'est-à-dire une fois qu'on est dedans, on se sent absorbé par l'histoire, les personnages, la construction, la narration. Toutes ces choses-là qui en font des excellents romans. Actuellement, je suis en train de lire la suite des aventures c'est pas réellement les aventures de Eisenhorn, c'est les aventures de son élève, Ravenor, Gideon Ravenor, qui est lui aussi inquisiteur. Et je ferai probablement une vidéo aussi là-dessus, car de ce que j'en ai vu pendant le moment, ça a l'air très différent dans sa structure, de par le personnage qui, je peux vous le dire sans trop spoil, est dans une condition physique déplorable. En effet, on parle d'un inquisiteur greffé à une chaise qui ne peut pas aller sur le terrain avec ses acolytes, contrairement à Eisenhorn qui lui était tout le temps sur le terrain. Du coup, ça donne un point de vue aux histoires totalement différent, qui est plutôt intéressant et dont je parlerai probablement dans une autre vidéo. Sur ce, merci d'avoir suivi cette critique. C'était ma première vidéo sur YouTube, du coup, s'il y a des imperfections, j'essaierai de les corriger. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire si vous avez quelque chose de constructif à dire au niveau de mon son, de ma qualité d'image, de ma structure, de ma rapidité ou de ce genre de choses.
Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Et moi je fais ça au départ, je sais pas si je ferai encore beaucoup d'autres vidéos, je fais ça surtout pour partager cette trilogie de romans que j'ai beaucoup aimé, qui m'a été une sacrée surprise. Moi je m'attendais plus à un espèce de roman pulp, écrit un petit peu à la va-vite dans l'univers de Warhammer pour faire plaisir aux fans, et en fait non. Et c'est pour ça que du coup j'avais envie de le partager avec vous et de faire cette vidéo. Sur ce, merci à tous et bonne soirée.